Patrice Huiban, bonjour. Bonjour. Le vote sur les recettes du projet de loi de financement de la sécurité sociale a été très serré. À l'approche du débat sur la suspension de la réforme des retraites, comment le gouvernement compte-t-il rassembler une majorité dans une assemblée aussi divisée? Alors là on va parler de la question des retraites. Après, la capacité à rassembler une majorité, ça se voit bien que ça se fait au cas par cas. Il n'y a pas de projet pour la France. C'est vraiment de la petite cuisine. En revanche, sur les retraites, la suspension des retraites, alors c'est vrai que de la réforme des retraites, c'est pas une réforme extraordinaire. C'était une réforme classique, pas très bien fagotée, paramétrique. Donc en cela, moi, je suis un peu déçu de sa suspension. J'ai bien, c'est une suspension parce que à un moment où on est face à un tel mur de la dette et du déficit, je pense que c'est pas responsable. Après, si on revient sur la réforme des retraites, à l'origine, le gouvernement en 2019 voulait faire une réforme structurelle. Il voulait faire une réforme avec un système à points un peu à la suédoise, avec un système identique, un nombre de points, un système universel au regard de la quarantaine de régimes de retraite qui existent aujourd'hui, avec trois grandes catégories pour les indépendants, donc les commerçants, les artisans, les chefs d'entreprise, pour les salariés et pour les fonctionnaires. Le problème, c'est qu'ils ont voulu faire cette réforme avec un système simplifié, universel, mais sans équilibrer les différents régimes, qui fait que vous aviez un petit peu certains avaient le sentiment d'être les fourmis qui allaient alimenter les cigales. Et c'est vrai qu'on voit rarement des professions libérales manifester. À l'époque, les avocats ont manifesté parce que, comme beaucoup de professions libérales, ils ont un régime qui est bien géré. Ils cotisent beaucoup, ils travaillent, ils s'arrêtent de travailler tardivement et donc ils ont un régime avec beaucoup de réserves. Et donc, on mélangeait les cigales et les fourmis par rapport à différents régimes, notamment de fonctionnaires qui étaient extrêmement déficitaires. Suite à cela, il y a eu la Covid et donc ils ont entamé une réforme paramétrique classique et là, l'âge légal pour moi c'est pas la bonne solution. Si on reste sur du paramétrique, il fallait continuer la logique de François Fillon, c'est-à-dire une durée de cotisation, de passer de 43, 44, 45 ans de cotisation avec des bonifications pour les métiers pénibles. Et l'avantage de ce système-là, c'est que ça permet aux citoyens d'arbitrer, c'est-à-dire que chacun peut individualiser sa démarche, puisque en fonction de votre date d'entrée sur le marché du travail, de votre parcours professionnel, vous pouvez arbitrer. Alors que un âge légal, c'est un âge couperet, et donc ça crée des iniquités, et pour essayer de compenser ces iniquités, vous créez des usines à gaz par rapport notamment à ceux qui ont commencé à commencer très tôt. Voilà. Alors nous, ce qu'on propose sur les retraites pour avoir un système enfin financé et pérenne, c'est un système à 3 étages. On met pas tous les œufs dans le même panier, un peu comme les Suisses et aux Pays-Bas. C'est-à-dire que vous avez, je dirais, une brique de répartition qui est valable pour tous les Français, avec, par exemple, à 65 ans, 1000 ou 1200 euros. C'est un peu le parachute pour tout le monde, quel que soit votre parcours de vie. On estime qu'on peut pas laisser dans une démocratie comme la nôtre quelqu'un au bord du chemin, même entre guillemets un vilain petit canard, sans ressources au-delà de 65 ans. Donc c'est le filet de sécurité. On a un filet de répartition financé par tous les revenus, parce qu'aujourd'hui les retraites sont essentiellement financées par le travail, ce qui plombe notre compétitivité. Donc de développer un financement par tous les revenus via la CSG, et la CSG tape tous les revenus sauf l'assistance. Donc, ce qui fait que vous êtes au chômage, vous versez pour ce régime de retraite. Vous êtes, je dirais, à la retraite, vous financez aussi, vous payez la CSG, même s'il y a des taux qui sont aménagés. Et puis, les gens qui ont des revenus financiers, des revenus de l'immobilier, des revenus du capital, ceux qui ont beaucoup de moyens, cotisent aussi proportionnellement. Donc ça, c'est le premier étage du système. Deuxième étage, c'est de mettre un peu en concurrence l'Agirc-Arrco, qui est la retraite complémentaire obligatoire, qui est d'ailleurs bien gérée du secteur privé. Et donc là, un peu comme la complémentaire santé, vous allez obliger les employeurs à proposer une assurance retraite complémentaire obligatoire aux salariés, aux agents publics. Et après, vous choisissez un acteur par répartition comme l'Agirc-Arrco, ou alors par capitalisation comme préfonds pour les fonctionnaires qui donnent entière satisfaction. Et ensuite, troisième étage de la fusée, ce qui existe déjà, si vous avez les moyens et si vous voulez mettre un petit peu de beurre dans les épinards, eh bien, vous pouvez faire une retraite individuelle, facultative, avec des plans d'épargne retraite qu'on connaît aujourd'hui.
Et l'avantage, c'est que ça mixe les deux systèmes, ça sécurise le système. Et je répète, on met pas tous les œufs dans le même panier parce que celui qui risque aujourd'hui de mettre, je dirais, en situation de cessation de paiement, c'est plutôt l'État d'ailleurs que les différentes assurances qu'on peut, publiques ou privées, qu'on peut connaître aujourd'hui sur le marché. Comment vous pensez que l'incertitude autour de cette réforme des retraites est prise par la population? Comment vous pensez que la population envisage ça, y compris d'un point de vue démocratique, par rapport à leur opinion sur cette réforme? Je pense que les Français sont inquiets. Les Français sont inquiets puisque pendant longtemps, ils pensaient que l'État était insubmersible et que, quelque part, d'une façon ou d'une autre, il y avait une garantie de financement des retraites, mais aujourd'hui, ils sont inquiets parce qu'ils se rendent compte que, vu l'état de nos finances publiques, le scénario grec, le scénario, en tout cas, d'une mise sous tutelle par les instances européennes, voire le FMI, se précise. Et là, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que c'est le nœud coulant qui se resserre petit à petit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réforme structurelle de l'action publique. L'État, les collectivités, la sécurité sociale. Ce qui fait que les gouvernements successifs essaient de faire la poche des Français. Et à chaque fois, ça manifeste, il y a des oppositions, du coup, ils reculent. Je prends l'exemple du déremboursement de la part assurance maladie des consultations médicales, les franchises médicales sur des médicaments. Il y a le malus automobile, on parle de désindexation des retraites, où ça a été le cas, où on revient dessus d'ailleurs. Ils essaient de gratter, de faire la poche des Français par tous les moyens pour récupérer quelques milliards. Le problème, c'est que parallèlement à ça, vous avez les intérêts de la dette qui augmentent de 5, 10, 15 milliards par an. On arrive à une cinquantaine de milliards, ça se projette à 70, 80 milliards. Je rappelle que le budget de l'éducation nationale, c'est, je crois, 70, 80 milliards. Enfin, en tout cas, on arrive à des sommes faramineuses. Donc, on essaie de récupérer par le coup de rabot quelques milliards d'euros. Et d'un autre côté, vous avez des augmentations des intérêts de 10, 15 milliards chaque année. Et donc, ce qui risque d'arriver, c'est que, incapable de financer de boucler le budget, des taux d'intérêt qui augmentent, et à la fin, vous levez la main pour dire j'y arrive plus. Et quand vous levez la main pour dire j'y arrive plus, la Banque centrale européenne, la Commission, etc., les instances européennes vont vous faire un prêt massif, mais en contrepartie, pour vous en sortir budgétairement, mais en contrepartie, ils vont vous envoyer des petits hommes gris. Si vous voulez, un peu comme quand vous avez une entreprise en redressement judiciaire. Mais quand ces gens-là arrivent, eux, ils sont pas français, ils sont pas attachés à la France, et donc ils vont aller au plus vite dans l'urgence, et ils vont baisser le montant des retraites, le salaire de certains fonctionnaires ou des fonctionnaires en général. Donc c'est vraiment la casse sociale. C'est de la casse sociale. Et ça, je pense que les Français maintenant commencent à appréhender ce scénario, ce qui remet en cause un certain nombre d'aides sociales, ce qui remet en cause les retraites, ce qui remet en cause aussi les dépenses de santé, les dépenses de soins, ce qui remet en cause le salaire des fonctionnaires. Ça donne plutôt une image d'incertitude du gouvernement, voire de faiblesse. Exactement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cap pour la France. Et ce qui fait que comme il n'y a pas de projet, il n'y a pas de cap, vous avez des gouvernements qui se font la petite semaine au regard des arrangements, je dirais, politiciens, et vous avez donc des ministres qui ne sont pas fédérés par un projet, donc chacun est dans son couloir ministériel, à qui va se faire remarquer par des mesures souvent démagogiques et qui ne sont pas cohérentes avec le petit camarade. Alors là, même sans parler de la situation actuelle, regardez ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron depuis 2017. Comme il n'y avait pas de projet, il a dit que la politique, c'était mystique. Et son projet, je vous invite à le regarder en 2017, puisqu'il n'y a pas eu vraiment de campagne électorale en 2022, c'était 17 pages, essentiellement des photos de lui. Comment que ça marche? Et donc, vous avez des ministres comme Bruno Le Maire qui parlaient de réindustrialisation, et vous avez d'autres ministres qui prenaient des mesures qui empêchaient la réindustrialisation, comme la loi climat et résilience de 2019, qui bride le foncier. Or, l'industrie a besoin de terrain. On a besoin de terrain pour mettre des usines. Et donc, si vous fermez le robinet des permis de construire, comment voulez-vous réindustrialiser? Si en plus, vous vous mettez entre les mains du marché européen de l'électricité, qui calcule le coût de l'électricité en fonction du coût marginal, du tarif marginal de sources comme le gaz, qui ont flambé, c'est le cas de le dire, suite à l'invasion de l'Ukraine, eh bien, vous avez une succession d'injonctions paradoxales. Et à la fin, on va dans le mur parce que rien n'avance, en fait. Donc voilà, il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'ambition pour la France. Alors que nous, ce qu'on dit, c'est qu'on donne de l'espoir. On dit qu'on est dans une situation très critique, mais on peut opérer un sursaut historique. Pour ça, il y a
En résumé, c'est lâcher la bride sur le cou de nos chevaux de course, les entreprises de moins de 5000 salariés, les PME au sens large du terme, qui emploient 70% des actifs dans le secteur privé, et d'un autre côté, en remettant de l'ordre au niveau sécurité, justice, immigration. Voilà. Mais pour faire ça, il faut prendre un certain nombre de mesures structurelles, il faut réformer l'action publique, il faut taper dans le gras la dépense publique parce qu'aujourd'hui, c'est trop de gras, pas assez de muscles, trop d'agents dans les bureaux, pas assez sur le terrain. Et ça explique pourquoi on est champion du monde de la dépense publique avec des services publics qui se dégradent de jour en jour. Et en même temps, soyons honnêtes, c'est-à-dire que effectivement, vous parlez de démagogie, mais au niveau de l'opinion, les Français étaient plutôt opposés à cette réforme des retraites. Qui sont les gagnants de cette mesure, de cette remise en cause de la réforme des retraites, politiquement? Politiquement, c'est tous ceux qui étaient contre, évidemment. Hein. Ça va la gauche, y compris LFiste, le Rassemblement national. Mais moi, j'aimerais bien qu'ils proposent des alternatives. Ils proposent des alternatives parce que si vous voulez, entre ceux qui disent haro sur les entreprises, les patrons sont tous des voyous et d'un côté ceux qui disent on va virer tous les étrangers et tous les problèmes vont être réglés. Donc, faut être sérieux, quoi. Faut être sérieux et donc pour financer nos politiques sociales, pour financer nos retraites, pour financer notre système de santé, il faut faire grossir le gâteau avant de partager les parts. Et qui fait grossir le gâteau, ce sont les entreprises. Je rappelle qu'il n'y a pas d'argent public. Tout vient des entreprises, directement par ce qui est prélevé sur ces entreprises et indirectement par ce qui est prélevé sur le salaire des salariés. Et ce qu'il faut faire, c'est autant on a des grands groupes florissants parce qu'ils arrivent à contourner les prélèvements obligatoires excessifs en France par leurs filiales à l'étranger et en ayant les compétences juridiques et administratives pour bénéficier d'un maximum d'aides publiques. Je rappelle qu'il y a 2300 aides publiques aux entreprises. Mais là où le bas blesse, ce sont les entreprises de moins de 5000 salariés, c'est-à-dire les entreprises, c'est le capitalisme à visage humain, des territoires, je rappelle, qui emploient 70% des actifs. C'est là qu'il y a des gisements d'emploi et de pouvoir d'achat, mais elles sont complètement phagocytées, asphyxiées par les excès de prélèvements obligatoires, mais aussi de normes. Je vais vous donner un exemple. Une étude KPMG, mais qui est corroborée par pas mal d'autres études, montre que une PME qui fait 34 millions d'euros de chiffre d'affaires, suivant sa localisation en Europe de l'Ouest, je ne parle pas de l'Est ou je ne parle pas de l'Asie, eh bien, vous avez une entreprise qui va faire en bénéfice net, donc par définition après impôt, 5 millions aux Pays-Bas, 4,4 en Allemagne, 3 en Italie et tenez-vous bien, 1 million d'euros en France. Mais en creux, ça donne de l'espoir parce que si vous lâchez la bride sur le cou sur ces entreprises, vous ramenez les prélèvements obligatoires sur la moyenne européenne et de l'OCDE. On ne veut pas être un paradis fiscal, juste de leur donner les mêmes, comment dirais-je, capacités à affronter la concurrence. Et si d'un autre côté, toutes les normes plus contraignantes françaises, vous les alignez sur les normes européennes, y compris le Code du travail, et vous laissez les partenaires sociaux ajuster par secteur d'activité, par branche et par entreprise, là, vous allez relancer la machine. Et et c'est là que vous allez avoir des rentrées fiscales. En plus de la réforme de l'État, il faut agir à la fois sur la baisse des dépenses inutiles et en lâchant la bride sur le cou pour avoir davantage de rentrées fiscales. Et là, par exemple, il y a une mesure facile, entre guillemets, qui pourrait passer dès aujourd'hui. C'est supprimer les 2300 aides publiques aux entreprises et baisser d'autant à l'euro près l'ensemble des taux, impôts, taxes, cotisations sociales, qui pèsent sur ces entreprises, notamment nos PME, qui ne peuvent pas optimiser comme les grands groupes. Et même le MEDEF est d'accord avec ça. Ils sont prêts à ce bing-bang, mais à condition que les plus de 100 milliards d'aides directes, on va dire, de baisse de charges, de baisse de charges sur les bas salaires, de crédit impôt recherche, d'aides géographiques, etc. Je parle pas des prêts, je parle bien des aides directes. Et bien que ce soit à l'euro près, ça se compense par une baisse de taux, ce qui va profiter essentiellement aux PME, puisque les plus de 100 milliards d'aides publiques aux entreprises profitent à plus de 70% aux grands groupes qui, je rappelle, ont les compétences juridiques et administratives pour remplir les CERFA. C'est pas l'artisan boulanger, c'est pas celui qui crée son entreprise, sa start-up, qui a le temps de veiller tous les guichets, tous les dispositifs. Dans ce contexte chargé politiquement, la France est marquée par un moment assez fort de sa mémoire nationale. Qu'est-ce que vous avez pensé des commémorations du 13 novembre? Écoutez, déjà beaucoup d'empathie, beaucoup de recueillement. Évidemment, c'est une bonne chose qu'on ait commémoré ce tragique événement. Après, évidemment, je suis toujours déçu par nos politiques parce que les discours sont pas du tout à la hauteur des enjeux.
On n'ose pas désigner l'ennemi, on n'ose pas proposer des mesures pour traiter à court, moyen, long terme le phénomène. Et nous, ce qu'on propose déjà, c'est de renforcer le code pénal avec notamment pouvoir appliquer les articles 411.4, 411.15 de mémoire, donc c'est-à-dire d'intelligence avec l'ennemi, des infractions pour intelligence avec l'ennemi aux actions terroristes, c'est-à-dire ça vous permet d'avoir des peines beaucoup plus lourdes que tous les articles de 420, etc. du code pénal qui s'appliquent au terrorisme. Et donc des peines beaucoup plus lourdes, ce qui permet aussi de poursuivre d'ores et déjà, de faire du préventif un certain nombre de fichiers S qui montrent par leur action au quotidien d'influence sur les réseaux sociaux, notamment leur intelligence avec l'ennemi. Donc ça, c'est renforcer le code pénal, alourdir les sanctions et en préventif. Mais ça, si vous voulez, c'est du court terme. Après, ce qu'il faut faire à moyen long terme, c'est de mieux contrôler l'immigration, puisque ce terrorisme est essentiellement un terrorisme importé. Alors, il y a des conversions, effectivement, de Français, mais c'est quand même un terrorisme légèrement importé par des gens qui se disent de confession musulmane. Par conséquent, il faut avoir une politique migratoire contrôlée, et pour ça, il faut aller au plus loin dans la profondeur. Il faut payer des influenceurs en Afrique, notamment, dans les pays de départ, pour dissuader les candidats potentiels à essayer de venir en France de manière légale, en leur montrant des photos, des images chocs de gens battus, balancés à la mer, et aussi des images chocs de comment ils vivent à Paris, contrairement à ce qu'ils essaient de faire croire quand ils arrivent en France par rapport à leur famille au point de départ, et ce qu'ils essaient de faire croire les passeurs aussi que la France est l'Eldorado. Non, c'est pas l'Eldorado. Donc, vous dissuadez les gens de partir de manière illégale. Vous les encouragez, s'ils souhaitent vraiment venir en France, à venir par des visas de travail, donc ce qui nécessite aussi de revoir la politique d'immigration légale, parce qu'aujourd'hui, elle est embolisée par l'immigration sociale, avec des visas étudiants qui sont souvent une forme d'immigration déguisée, puisque la plupart restent sur notre sol. Donc moi, je veux bien qu'on fasse venir des gens par rapport à des métiers en tension, l'informatique, des ingénieurs, des soignants, l'hôtellerie-restauration, mais pour étudier la sociologie, la psychologie, l'histoire géo, j'ai quelques doutes. Également le regroupement familial, donc resserrer extrêmement la vis du regroupement familial. Il faut que les individus puissent faire venir leur famille en ligne directe, mais en ayant les capacités hors aide sociale de subvenir à leurs besoins, et puis avec aussi un contrôle de leur niveau de langue française, et puis la signature d'une charte comme quoi ils s'engagent à respecter le fait de croire et de pas croire, le droit au blasphème, l'égalité homme-femme, enfin tout ce qu'on connaît dans nos principes et valeurs républicaines. Donc fortement réduire les visas étudiants, fortement réduire le regroupement familial, et augmenter les visas de travail qui ne représentent que 15% de l'immigration légale. Donc voilà, donc ça c'est la première étape. Ensuite, deuxième étape, mettre la marine française, voire avec les marines italiennes, espagnoles et grecques, en limite des eaux territoriales du Maghreb et du Machrek, parce que si vous leur donnez l'ordre, rien ne passe, absolument rien ne passe. Sachant par ailleurs que les marines militaires, c'est la police des hautes mers, et en dehors des eaux territoriales, les marines militaires doivent lutter dans le droit maritime contre le trafic d'êtres humains et, je dirais, les commerces illicites, la piraterie, etc., de tout genre. Donc, ils les interceptent. Ensuite, il faut négocier, notamment avec la Tunisie, qui est submergée par l'Afrique subsaharienne, d'avoir un centre de rétention administrative sur la côte. On loue plusieurs kilomètres carrés, et de manière à pouvoir les renvoyer à ce point-là, et de pouvoir traiter les individuellement, et la plupart, évidemment, seraient refusés, et donc devraient retourner ensuite dans leur pays de départ, essentiellement de l'Afrique subsaharienne, et ce qui permettrait ensuite, à la fin, pour les quelques-uns qui réussiront à passer, de pouvoir les traiter, parce qu'aujourd'hui, il faut tout faire pour pas qu'ils rentrent, parce qu'une fois qu'ils rentrent, on est submergé par le nombre. Donc on a beau essayer d'appliquer les OQTF, on a tellement d'OQTF, et ça coûte tellement cher, il y a tellement de longueur de procédures juridiques qu'on s'en sort pas, en fait. Donc voilà, il faut revenir à la source, donc mieux contrôler la politique migratoire, et en particulier l'immigration de culture musulmane. Pourquoi ? Parce que c'est un fait. Ces gens, c'est un dévoiement de l'islam, vraisemblablement, mais ça c'est clair. Mais tous les la plupart des terroristes sont de confession musulmane. Donc il faut limiter l'immigration de culture musulmane, parce qu'on ne peut assimiler que des individus, pas des communautés. Et aujourd'hui, si les musulmans de France se constituent en communauté, c'est extrêmement dangereux par rapport à nos principes et nos valeurs républicaines et à notre démocratie, puisque c'est un fait, et nous on est très rationnels chez Nouvel Essor Français, il n'y a aucune société à majorité musulmane dans le monde qui soit démocratique et qui ne discrimine pas
les non-musulmans, les femmes, les homosexuels, non seulement culturellement, socialement, mais aussi juridiquement dans le code civil et les codes pénals, leur code civil et leur code pénal. C'est un fait. Par conséquent, il faut limiter le volume pour pas qu'ils se constituent en communauté, en concurrence avec les communautés nationales républicaines, de manière à pouvoir les assimiler. Et en gros, en résumé, c'est tout donner aux musulmans qui vivent en France comme citoyens et tout leur interdire comme communauté, car il n'y a dans notre système qu'une seule communauté, la communauté nationale, basée sur une citoyenneté universelle, c'est-à-dire les mêmes droits, les mêmes devoirs pour tous les individus qui vivent en France, qui sont français, quelles que soient leurs croyances, quelles que soient leurs origines ethniques et sociales. Si le gouvernement reste peut-être un peu naïf sur ces questions, est-ce que vous pensez que la population a passé outre les bougies et les nounours? Est-ce que vous pensez que la population a une image plus claire de la situation du terrorisme en France et de l'islam? Oui, oui, les sondages le montrent. Les sondages le montrent que la population veut à 80% un meilleur contrôle de l'immigration, veut faire respecter la laïcité. Simplement, il y a une chape de plomb. C'est-à-dire qu'on met la pression sur les Français, ce qui fait qu'ils n'en pensent pas moins, mais en public, quand vous allez les interviewer, ils ont une telle pression, on va dire, morale de la part du système en place, pas de leurs compatriotes majoritairement, mais des médias, etc. Donc, on les incite à la retenue, ce qui d'ailleurs c'est une bonne chose. On peut savoir gré au peuple français d'être extrêmement résilient et je dirais extrêmement peut-être même trop, je sais pas, tolérant, parce que imaginez dans d'autres pays dans le monde où vous auriez, je dirais, de telles attaques. Bon, je crains qu'il y ait beaucoup de mosquées attaquées en représailles, brûlées, etc. Et ce qui n'est pas à souhaiter, bien évidemment. Mais on peut saluer la maturité démocratique, la retenue du peuple français, puisqu'en dépit de toutes ces attaques qui viennent d'un même côté, donc l'islam radical, l'islamisme, eh bien, le peuple français fait preuve de retenue. Et les quelques fois où il y a eu un tag ou alors, et on peut-être des ingérences étrangères d'ailleurs, avec l'histoire des têtes de cochon face à des mosquées, ou je sais plus exactement le fait divers. Voilà, c'est dès qu'il y a un fait divers de ce type, alors là c'est monté en épingle, mais on voit bien que ça reste extrêmement marginal, et tant mieux, et donc il faut désigner l'ennemi, il faut le combattre, il faut retrouver ce qu'on a fait contre le communisme à l'ordonnance de 59 avec une approche globale et non pas que sécuritaire du problème. Ça concerne pas que le ministère de la Justice, ça concerne pas que le ministère de l'Intérieur, c'est une lutte interministérielle contre ce nouveau totalitarisme qu'est l'islamisme. Donc ça concerne l'école, ça concerne l'économie, les entreprises, le règlement intérieur dans les entreprises, inciter justement à la neutralité religieuse dans les entreprises, que ça dépend de leur règlement intérieur. Bref, il faut combattre cela par tous les moyens. Aussi de limiter l'immigration sociale, par exemple en autorisant, en versant les aides sociales non contributives. Donc, c'est pas suite à une cotisation, c'est vraiment la solidarité nationale, qu'aux français, par exemple, en renforçant les règles de respect de la laïcité en entreprise, mais aussi dans la fonction publique. Bref, c'est une approche interministérielle et globale, sachant que l'enjeu il est colossal. Puisqu'on a fait face au XXe siècle à deux totalitarismes, pangermanistes et nazis, du coup, le nazisme, parce que le pangermanisme c'était quand même l'antichambre du nazisme, c'est l'idée de supériorité de la race allemande, conception de la nation fondée sur la race et pas sur le vouloir et vivre ensemble comme la conception française qui a fini par s'imposer. Donc on a réussi à vaincre, ça s'est pas fait sans mal, ça s'est fait au cours d'une guerre de 30 ans pour forcer l'Allemagne à devenir une démocratie, ça s'est fait en 2 reprises après la première et la seconde guerre mondiale, la République de Weimar a échoué, et on a réussi enfin jusqu'à aujourd'hui à ramener l'Allemagne, je dirais, dans les standards d'un État démocratique et non hégémonique. Ensuite, on a fait face au communisme et aujourd'hui on fait face à l'islamisme. Et si vous voulez, les enjeux sont colossaux parce que moi ce que je vois, c'est que comme tout totalitarisme, l'islamisme finira par refluer, si vous voulez. On est face à une déferlante aujourd'hui, on est face à une phase d'expansion de l'islamisme. Mais pourquoi l'islamisme, quoi qu'il arrive, finira par refluer? Parce que les totalitarismes finissent par refluer, non pas complètement disparaître, mais en tout cas, parce qu'il y a encore quelques nazis par ça et là, mais finissent par refluer et
à la fois par des coups de bouton externes, mais aussi en interne, parce que comme c'est des systèmes, il n'y a pas de contre-pouvoir, bien les dirigeants finissent par abuser du pouvoir et finissent par ne plus respecter les dogmes sur lesquels sont fondés leur régime. Ce qui fait qu'à la fin, la population commence il y a un renversement du régime d'une façon ou d'une autre à plus ou moins long terme. Et donc l'enjeu pour la France, c'est de savoir, est-ce que pendant cette phase d'expansion de l'islamisme, on restera dans l'histoire comme une nation qui a tenu, qui n'a pas cédé, ou est-ce qu'on restera dans l'histoire comme une nation qui a subi et qui a fini par se soumettre? Et ça, c'est fondamental pour la pérennité de la France et pour les générations futures. Je rappelle qu'on a failli céder en 40. On a failli céder en 40, heureusement, à ce totalitarisme nazi. Heureusement qu'on a eu la geste gaulienne, je dirais inattendue, inespérée et providentielle, pour enfin, basculer du bon côté de l'histoire. Mais hélas, par définition, la providence, elle est extraordinaire. Et donc, les générations futures nous regardent et il faut prendre des mesures extrêmement complexes en interministériel à court, moyen, long terme pour lutter contre ce nouveau totalitarisme qui est un défi, le défi d'une génération pour la France. Alors, l'actualité nationale a été marquée par un événement beaucoup plus léger, mais très fédérateur. C'est la qualification de l'équipe de France de football face à l'Ukraine. Quel impact, selon vous, ce succès peut-il avoir sur le moral national? Alors, oui, je voulais que, là, pour le coup, on échange sur les sujets, et là, ça peut paraître léger, mais je voulais en parler. Pourquoi? Parce que, pour différentes raisons. Tout d'abord, l'équipe de France est un magnifique exemple qu'on peut réussir à fédérer des gens venus des différents horizons à travers d'objectifs communs. À travers un objectif commun, mais ça, et pour cela, il faut un excellent leadership. Et je salue Didier Deschamps, qui est pour moi un manager, un leader exceptionnel, qui permet de faire en sorte que des individus qui ont des profils extrêmement variés, vous regardez l'équipe de France aujourd'hui, mais tout le monde chante la Marseillaise. Je rappelle que sous Michel Platini, non seulement on gagnait rarement, on gagnait pas souvent, mais en plus, personne chantait la Marseillaise. Donc, c'est des gens qu'il arrive à fédérer. Alors, ce sont des gens, comme vous savez, qui évoluent beaucoup à l'étranger, dans des clubs à l'étranger, qui sont certes français, mais qui ont beaucoup d'argent, qui sont un peu déconnectés, qui pourraient être un peu déconnectés. Mais lui, il les ramène aux réalités. Et en fait, pour faire partie de l'équipe de France, il faut non seulement être un bon joueur, mais il faut avoir conscience de représenter son pays et de mouiller le maillot pour la France. Et ça, c'est grâce au leadership de Didier Deschamps. Et c'est le meilleur sélectionneur de toute l'histoire de l'équipe de France. Je rappelle qu'on trouve ça normal d'être systématiquement qualifié pour toutes les grandes compétitions internationales, l'Euro, la Coupe du Monde, etc. Mais c'est exceptionnel. Et il fait ça depuis bientôt 14 ans. Il est arrivé en 2012. Et à chaque fois, non seulement on s'est qualifié pour toutes les grandes compétitions, mais à chaque fois on est arrivé en finale, on a gagné, ou on est au moins en demi-finale, sauf l'Euro 2020. Et à chaque fois qu'on a perdu, c'est contre le futur vainqueur, sauf l'Euro 2020. Élimination au tir au but en huitième de finale contre la Suisse, ou soit dernièrement en Ligue des Nations, je crois, où on a perdu en demi-finale contre l'Espagne de mémoire, qui a été battue en finale, mais je dirais c'était serré par le Portugal. Donc c'est exceptionnel cette régularité en fait. Et quelles sont les recettes finalement? Alors déjà c'est fédérateur pour les Français, puisque je pense qu'il fait plus pour l'assimilation, l'intégration et même l'assimilation que toutes les campagnes possibles, imaginables ou tout ce qu'on peut faire dans la sphère publique. Mais au-delà de ça, c'est une leçon à donner à nos politiques et une leçon aussi d'espoir pour les Français. Ça montre qu'avec un excellent leadership, en montrant l'exemple, en étant cohérent entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, eh bien, on est capable de fédérer une large majorité d'individus venus d'horizons divers dans une même direction, avec une grande ambition. Ce qui manque aujourd'hui chez nos politiques, c'est une grande ambition pour la France. C'est de dire que la situation est difficile, un peu comme Didier Deschamps en 2012, quand il récupère l'équipe de France en lambeaux et qu'il a réussi à se qualifier miraculeusement, mais avec les tripes pour la Coupe du Monde 2014. Il a dit la situation est difficile, mais on va montrer ce dont l'équipe de France est capable. Et donc, par analogie, on va montrer ce dont la France est capable. Et pour ça, eh bien voilà, il faut faire quelques réformes structurelles. Il faut lâcher la bride sur le cou de nos chevaux de course
les PME, les moins de 5000 salariés, le capitalisme à visage humain, ceux qui emploient l'essentiel des salariés du privé. Il faut remettre de l'ordre au niveau sécurité, justice, immigration. Et si on fait ça, non seulement on peut opérer un sursaut historique et en 10-15 ans redevenir le pays le plus prospère et puissant d'Europe en doublant l'Allemagne, ce qui d'ailleurs dans l'inconscient collectif fait du bien. Mais même ceux ici au 3e rang mondial, je pense que la place naturelle de la France à plein potentiel, c'est sur le podium, loin derrière les États-Unis et la Chine, mais sur le podium, au coude à coude avec l'Inde qui est embolisée par son système de caste. Voilà, donc il n'y a aucune fatalité au destin et on peut opérer ce sursaut historique, mais pour ça, il faut, 1, des gens qui travaillent, 2, du coup, un projet digne de ce nom avec au cœur une réforme intelligente de la sphère publique pour redonner de l'oxygène au pays, au pouvoir d'achat des Français, aux PME qui sont asphyxiées, aux agents publics sur le terrain dans les fonctions essentielles, éducation, santé, justice, sécurité, défense. Voilà, donc il faut travailler, il faut un projet, et puis il faut des gens, je dirais, qui sont habités, comme un peu Didier Deschamps, habités par l'équipe de France et par la défense de son pays sur le plan footballistique, habités par leur pays. Voilà. Donc voilà un petit peu si vous voulez, ce à quoi me fait penser cette équipe de France. Donc belle vitrine pour la France, hein, au regard des fractures qui traversent le pays. Magnifique vitrine, magnifique exemple. Mais surtout, c'est grâce à un homme, et je pense qu'on va fortement le regretter quand il va quitter le fait d'entraîner l'équipe de France après la Coupe du Monde, parce que le parcours est véritablement exceptionnel, et on voit bien que même, on peut sortir des situations les plus délicates. Et en 2012, la France, rappelez-vous, la Coupe du Monde 2010, l'humiliation planétaire. On était finalement l'équipe de France de football en 2010-2012, c'était un petit peu la France d'aujourd'hui, quoi, humiliée. Non performante, le moral dans les chaussettes, qui n'était plus respecté par les Français. Et grâce à cet homme, comme quoi il n'y a aucune fatalité, grâce à cet homme, en fait, on fait l'équipe de France une référence mondiale et un exemple à suivre, non seulement sur le plan sportif, mais bien au-delà. Mais on voit bien que, voilà, une fois de plus, il faut des gens qui travaillent et qui soient tenaces et qui montrent l'exemple. Espérons que cette Coupe du Monde puisse effacer l'image catastrophique de la France à l'international. Eh oui, il faut se raccrocher au sport aujourd'hui, un peu comme avec les JO, où on a donné du moral aux Français et on a senti cette appétence pour un sursaut, si vous voulez. On a senti qu'il y a des frémissements pendant les JO. Vous voyez, mais le problème, c'est qu'au-delà du sport, il n'y a que le sport pour nous faire frémir et nous donner de la niaque et nous de dire que la France est un grand pays, finalement. Ce qui est désespérant, c'est qu'on a des politiques capitulaires. On a des politiques qui vous expliquent qu'on est une puissance moyenne, on est trop petit, on peut plus rien faire. Et donc, c'est les mêmes qui justifient une Europe fédérale, supranationale, qui serait censée être forte en misant sur la faiblesse des nations. Sachant qu'il n'y a aucune fatalité au déclin, je rappelle que la puissance est avant tout une affaire de volonté. Quand on remonte dans l'histoire, Athènes, c'est une cité-État de quelques milliers d'âmes qui a tenu tête, a fini par vaincre la Perse, qui était un empire beaucoup plus peuplé, beaucoup plus vaste. C'était David contre Goliath. Aujourd'hui, si la puissance était uniquement l'addition du volume de votre population et de la taille de votre territoire, la France serait déjà depuis des décennies derrière la Russie, derrière l'Indonésie, derrière le Brésil, derrière l'Inde. Alors c'est vrai que l'Inde vient de nous passer devant en PIB, mais enfin ils sont pas très très loin devant. Donc vous voyez, alors que non, c'est pas le cas. La France, c'est pas une puissance moyenne. La France est une grande puissance. Si la France était une puissance moyenne, et j'en peux plus de ces discours défaitistes de nos politiques, la France serait autour de la 95e place sur les 190 et quelques États référencés par les Nations Unies. La France fait encore partie du top 7. La France est une grande puissance. La France est un archipel, c'est pas un hexagone. Je rappelle que le soleil se couche jamais sur la France. Et donc, il n'y a aucune fatalité au déclin. On peut prendre aussi l'exemple d'Israël. Israël, c'est même pas la taille des Pays de la Loire. C'est 20 000 km², 30 000 km² pour les Pays de la Loire. C'est même pas 10 millions d'habitants. Et Israël est considéré comme un des 10 pays les plus influents au monde. C'est un pays qui, certes, évidemment, ils sont menacés en permanence. Donc, ils ont des forces armées très, très, très performantes et volumineuses. Mais enfin, quand même, vous voyez la taille du pays. Ils ont quand même 3200 ou plus de 3000 chars de bataille de haut niveau, l'équivalent du Leclerc. On en a 220. Vous voyez. Donc, la France est une grande puissance. La France doit garder son rang et la France
peut avoir les attributs de la grande puissance, elle peut être sur le podium, mais c'est une question de volonté. Et comme on ne pourra jamais résoudre les problèmes avec ceux qui les ont créés, ça milite pour une nouvelle génération d'hommes et de femmes politiques qui ont la France dans les tripes et qui savent que la France peut opérer un sursaut historique, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de coopération européenne, mais de coopération intergouvernementale. Tout ce qui a marché en Europe, c'est pas la Commission, c'est 4-5 pays qui sont mis d'accord. Quand vous regardez l'Agence spatiale européenne, 4-5 pays qui sont mis d'accord. Airbus, 4-5 pays qui sont mis d'accord. Les programmes d'armement pour faire des frégates, pour faire des hélicoptères, c'est 4-5 pays qui se mettent d'accord. C'est en mode projet intergouvernemental et à chaque fois, généralement, l'initiative à la base, elle est française. Eh bien, c'est sur ces paroles positives que nous nous quittons. Je vous dis à très bientôt pour un prochain entretien avec Nouvel Essor. Merci Merci Patrice beaucoup, Julien. merci Jean-Pierre, merci à tous et à toutes et à bientôt.